Les gars, c'est la partie des histoires d'horreur qui racontent Squeezie. C'est la deuxième. Il y aura quatre parties parce qu'il y a quatre histoires. Là, voilà. Il y en aura quatre, les gars, quatre. Vous allez voir, il y a un peu de tout aujourd'hui. Celle-là est très chelou. Ça surfe avec le paranormal, je la trouve hyper intrigante. Je pense que vous allez passer un bon moment. Cette histoire, c'est celle d'Ethan. Alors, c'est pas du tout une vieille histoire, c'est assez récent puisque ça s'est passé il y a seulement 2 ans au moment où Ethan nous raconte ça. À l'époque, il reçoit un texto de Jeff, un ami d'enfance qu'il a pas vu depuis plus de 30 ans. Jeff lui dit qu'il est de passage dans la région et qu'il aimerait bien renouer contact avec lui. Et Ethan, vu qu'ils étaient bons potes à l'époque, il accepte volontiers. Alors évidemment, ça leur fait super bizarre de se revoir après tout ce temps, mais ils passent un très bon moment. À tel point que plutôt que juste de boire un coup, ils décident d'aller camper ensemble en forêt. Alors ça sort pas de nulle part, c'est juste que c'est un truc qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient plus jeunes. Alors ils vont prendre la route et pendant plus de 4 jours, ils vont dormir à la belle étoile et se remémorer des tas de souvenirs. Au point où ils s'aventurent très loin dans des zones qu'ils connaissent pas. Heureusement ils ont un GPS donc ils s'inquiètent pas trop d'où ils vont, mais au moment où ils doivent passer leur dernière nuit avant de rentrer chez eux, le signal disparaît. Alors pas de panique, Ethan sort quand même une carte et une vieille boussole qu'il avait dans sa Jeep, mais il a beau tout donner, ils sont clairement perdus, ils n'arrivent pas à se repérer sur la carte. Et pour rien arranger, ils ont presque plus d'essence. Alors plutôt que de risquer la panne sans rien y voir, ils décident de dormir ici à l'arrière de la Jeep une nuit de plus. En vrai ils ont raison, ce sera beaucoup plus simple de se repérer le lendemain une fois qu'il fera jour, et ils sont pas à une nuit près. Bon, alors Ethan il est un peu inquiet, il espère qu'ils vont s'en sortir et retrouver leur chemin le lendemain, mais il réussit à s'endormir au bout de quelques heures. Sauf qu'au beau milieu de la nuit, il se réveille en sursaut. Il y a quelqu'un agenouillé sur le capot de la Jeep qui frappe de toutes ses forces dans le pare-brise. L'homme tape à main nue dans la vitre et il tape tellement fort qu'il hurle de douleur. Ethan se réveille en panique et il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe que son instinct de survie prend le dessus. Il saute derrière le volant, il met le contact et il accélère à fond. Ethan lui se retourne même pas et continue de tracer le plus vite possible en espérant pas se prendre un arbre. Son ami Jeff lui se met à hurler parce qu'il comprend rien à ce qui se passe. Et puis soudain, ils entendent un bruit de détonation. Ça ressemble à un coup de feu mais impossible de vérifier, Ethan il va pas s'arrêter pour checker s'il y a un impact, lui il continue de bombarder à travers la forêt pour vite se barrer le plus loin possible de ce mec. Et finalement, après de longues minutes, il aperçoit une très légère lumière au loin à travers les feuillages. Il comprend très vite que c'est un lampadaire et il fonce dans sa direction parce que qui dit lampadaire dit route. Et en effet, il atterrit sur une route pavée qui mène à une station-service. Là, Ethan et Jeff pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent. Ils le sont pas. À peine arrivé à l'intérieur de la station, Ethan demande immédiatement au caissier d'appeler la police, sauf que l'homme le dévisage et lui dit qu'il n'est pas le bienvenu ici. Ethan se demande s'il hallucine ou s'il a mal compris, et puis rapidement la peur prend le dessus et il se dit qu'en fait le gars du comptoir là, c'est peut-être le complice du mec qui les a agressés dans la forêt. Et dans le doute, il court jusqu'à sa Jeep et il fait demi-tour. Il roule à fond, il est sur la fin de sa réserve d'essence, et enfin il atterrit sur un tronçon d'autoroute. Et c'est à ce moment qu'Ethan se rappelle qu'il n'est pas tout seul dans cette histoire. Parce que oui, étrangement, son pote Jeff là, il a pas dit un mot depuis le début de l'incident. Et Ethan, ça l'inquiète, il se dit qu'il est peut-être blessé, ou pire, qu'il s'est évanoui. Ethan le secoue, et en fait Jeff, il est bel et bien réveillé. Juste, il regarde Ethan droit dans les yeux, sans dire un mot. Il est clairement sous le choc de ce qui vient de leur arriver en fait. Et puis enfin une bonne nouvelle, Ethan prend une sortie qui l'amène directement à une station de shérif. Il se présente à l'accueil et c'est un jeune officier du nom d'Harris qui prend sa déposition. Alors au début il le prend pas trop au sérieux, il se dit que c'est un énième mec bourré qui est parti en forêt, qui s'est fait peur et qu'il y a rien. Mais en sortant dehors pour constater l'état de la Jeep, Harris il capte que c'est bien réel. Il y a bel et bien un impact de balle à l'arrière du véhicule. Pendant ce temps, deux de ses collègues portent assistance à Jeff qui lui a toujours l'air aussi perdu. Malheureusement, eux aussi, ils n'arrivent pas à le faire parler. Il est encore choqué. Ils appellent donc une ambulance en urgence pour vérifier ce qui se passe. Et en arrivant, les ambulanciers vont mettre Jeff sur une civière. Et là, il va enfin prendre la parole et s'adresser à Ethan. Il le regarde dans les yeux et il lui dit « Ils sont pas réels, ils me suivent partout, ils me détestent et ils détestent notre monde. » Rien que ça. Évidemment, Ethan ne comprend pas ce que Jeff lui raconte, ça n'a aucun sens, mais il va se dire que ses propos incohérents sont liés au fait qu'il est en état de choc. L'enquête se poursuit et plusieurs jours plus tard, les tests balistiques de la police donnent rien. Ils sont incapables d'identifier le type d'arme qui a pu tirer sur la Jeep d'Ethan, et les patrouilles du coin n'ont pas réussi à identifier le lieu de l'attaque ou même le mec qui les aurait attaqués. Mais ce qui choque Ethan, c'est d'apprendre qu'apparemment il n'y a aucune station-service dans le coin où ils étaient. Pourtant, lui, il est sûr d'être passé dans une station-service et d'avoir parlé à un mec au comptoir. Et il se souvient même du nom de l'enseigne qui était écrit en gros, Joe's Gas Mart. Alors, il le dit aux policiers, mais ils sont formels, il n'y a aucune station-service dans le coin, et encore moins une qui s'appellerait Joe's Gas Mart. Aujourd'hui encore, Ethan, il sait pas ce qui lui est arrivé ce jour-là. L'enquête n'a mené à rien, et ce qui le terrifie le plus, c'est qu'il a plus jamais eu de nouvelles de Jeff, malgré toutes ses tentatives de le joindre.
Il est complètement dans l'inconnu, il a toujours aucune idée de ce qu'il a vécu, mais il est sûr ce jour-là de s'être fait attaquer par un mec en pleine forêt et d'être passé dans une station-service dans laquelle le caissier lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu. Envoyez vos théories, please. Alors on a quand même une preuve que l'agression a bel et bien eu lieu puisqu'il y avait un impact de balle sur sa voiture. Mais est-ce que le truc de la station-service c'est juste une hallucination liée à son stress? Je sais pas, il était dans un état second à cause de l'agression qu'il venait de vivre. On sait pas. Quoi qu'il en soit, Jeff n'a été d'aucune aide là-dedans et a juste été la source d'un des moments les plus chelous qu'Ethan ait jamais vécu quand il était sur cette civière. En plus, n'allez pas camper en forêt, installer Valorant comme tout le monde. Bon, bref, il est temps de passer à la prochaine histoire, celle de Paul. Les gars, dans la prochaine partie, allez la voir. Ciao les gars.